Je n'ai jamais été très proche de ma famille. Trop de non-dits, trop d'apparences, trop de jugements. Alors quand ma grande-tante Joséphine est décédée, je m'attendais simplement à une cérémonie discrète, quelques mots polis et un retour à la routine. Rien de plus. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette femme, la seule à ne m'avoir jamais regardé de travers, allait me bouleverser une dernière fois. Quelques jours après l'enterrement, je suis convoquée chez le notaire. Je pense d'abord à un oubli administratif ou un papier à signer. Mais non. L'homme me regarde avec un sourire que je n'arrive pas à décrypter et m'annonce, d'un ton calme. Mademoiselle Camille, votre grande-tante vous a légué l'intégralité de ses biens, soit environ 700 000 euros. Je suis restée figée. 700 000 euros ? J'ai failli rire, puis pleurer, puis crier. Ce n'était pas qu'un chiffre, c'était une porte de sortie. Une échappée. Une revanche douce contre tout ce que j'avais subi silencieusement depuis des années. Je n'en parle qu'à une seule personne, ma meilleure amie Zoé. Elle explose de joie pour moi, mais très vite, elle me dit « Attention, les vautours vont tourner ». Elle n'avait pas tort. En moins de 2 jours, ma boîte mail se remplit de messages chaleureux de cousins et cousines qui n'avaient jamais pris de mes nouvelles. Des tantes m'invitent à dîner. Des oncles me parlent d'investissements intelligents. Et puis, il y a Laura. Laura, c'est la cousine parfaite selon la famille. Belle, brillante, toujours bien habillée, toujours le bon mot au repas. Et surtout, terriblement fausse. Je n'ai jamais oublié la fois où elle m'avait humiliée en public, à 17 ans, me traitant de parasite pendant une fête de famille. Elle m'appelle. Je décroche, par curiosité. Elle commence doucement, presque affectueusement. « Camille, j'ai tellement pensé à toi ces derniers jours. Comment tu tiens le coup ? C'est dur, hein ? » Je réponds froidement. Je sens qu'elle tourne autour du pot. Puis elle enchaîne. « Écoute, j'ai eu une idée. Tu sais, avec l'héritage, nos parents ont toujours rêvé d'une grande maison. On pourrait faire un achat commun, tu vois. Tu me transfères l'argent, je gère tout, et on leur offre enfin ce qu'ils méritent. » J'ai mis quelques secondes à répondre. Mon cœur battait vite, mais mon cerveau, lui, était clair. « Laura, tu veux que je te transfère 700 000 euros ? Pour acheter une maison à nos parents ? Bah oui, tu leur dois bien ça, non ? Tu as été leur préféré pendant des années. » J'ai raccroché sans un mot. Et ce jour-là, j'ai compris que mon vrai combat ne serait pas contre l'envie ou la jalousie. Non. Il serait contre la manipulation froide, la folie douce, et surtout, la certitude qu'ils avaient encore un pouvoir sur moi. Spoiler, il n'en avait plus aucun point. Je pensais que l'appel de Laura serait un simple accès de culot. Une tentative de prendre sa part du gâteau, comme tant d'autres. Mais non. Ce n'était que le début. 2 jours après notre étrange conversation, elle me recontactait. Cette fois, son ton a changé. Moins sucré, plus sec. Elle ne cherche plus à convaincre. Elle exige. « Camille, je te rappelle pour qu'on règle ça rapidement. J'ai déjà repéré une maison. Je vais avoir besoin de l'argent sur mon compte d'ici vendredi, les vendeurs ne vont pas attendre. » Je reste silencieuse quelques secondes. Elle parle comme si elle me rendait service. Comme si cet argent lui revenait naturellement. Elle continue. « Franchement, c'est un investissement pour toute la famille. Toi, t'as pas d'enfant, t'as pas de projet, t'as toujours été un peu marginal. Autant que l'argent serve à quelque chose d'utile. » Et là, j'ai eu un flash. Tous ces repas où je n'étais jamais assise à la table des grands, toutes ces fois où on me disait que j'étais différente, que je comprenais pas le sens de la famille. Laura ne voulait pas un partage. Elle voulait me punir d'avoir hérité. Punir la marginale d'avoir été choisie. Je lui ai répondu calmement, sans m'énerver. « Laura, ce que je fais de mon argent ne regarde que moi. Et ce que tu appelles un investissement familial ressemble beaucoup à une tentative d'extorsion. » Elle a ri. Un rire court, nerveux. « Tu vas le regretter. T'as aucune idée de ce que t'es en train de faire. Tu penses que t'es plus maligne que nous ? » Je raccroche. Mon cœur bat à 100 à l'heure.
Mais je sens au fond de moi que je viens de déclencher une guerre invisible. Une guerre de silence, de manipulation et de vengeance froide. Le lendemain, je commence à recevoir des messages bizarres. Des proches de Laura, des membres de la famille que je ne connais même pas bien, qui m'écrivent. C'est vrai que t'as refusé de participer à l'achat pour les parents? Je savais pas que t'étais devenue aussi égoïste. Ta tante est effondrée. Elle dit que t'as tourné le dos à la famille. Je comprends. Laura a déjà lancé sa propagande. Elle m'accuse. Elle me salit. Elle transforme mon refus en trahison. Elle me fait passer pour le monstre. Et le plus terrible? Ça marche. Les gens la croient. Parce qu'elle est belle, éloquente, toujours bien mise. Moi, je suis l'introvertie, l'étrange. Celle qui ne s'explique pas. Mais j'ai une longueur d'avance. Ce que Laura ignore, c'est que je l'ai enregistrée. Chaque appel, chaque menace. Et surtout, elle ignore que je me méfiais d'elle depuis le premier jour. Ce qu'elle prépare dans l'ombre, je suis déjà en train de le déjouer. Et elle avance, droit dans le piège. Après cet appel, j'ai su une chose, Laura n'allait pas lâcher. Ce n'était plus une simple histoire d'argent, c'était une affaire d'ego blessé. Elle ne supportait pas l'idée que moi, la cousine discrète qu'on avait toujours tenue à l'écart, puisse posséder quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Et je la connais. Laura ne se bat jamais de front. Elle manipule, elle ronge, elle se glisse dans les failles. Alors j'ai fait ce que la plupart des gens n'auraient pas osé faire, j'ai préparé le pire scénario. J'ai commencé par transférer les 700 000 € sur un compte sécurisé, protégé par plusieurs niveaux d'authentification. Un compte à mon nom seul, verrouillé comme un coffre-fort numérique. Ensuite, j'ai contacté Zoé. Je vais créer une fausse piste. Elle n'a même pas posé de questions. Elle savait. J'ai imprimé de faux relevés de banque, copié des documents officiels sur du papier à en-tête, tout fait pour que cela paraisse vrai. Puis, pièce maîtresse du plan, j'ai commandé une liasse de faux billets réalistes, en coupures de 100 et 200 €. Le genre de trucs utilisés dans les séries pour simuler des braquages. Je les ai glissés dans une grande enveloppe Kraft, avec des photocopies trafiquées. Ensuite, j'ai placé cette enveloppe dans un tiroir de ma chambre, pas trop caché, mais pas trop visible non plus. Juste assez pour qu'on la trouve en fouillant un peu. Une provocation calculée. Mais ce n'était pas tout. J'ai installé une caméra miniature, discrètement placée sur l'étagère, dirigée pile sur le tiroir. La caméra était connectée à mon téléphone. Si quelqu'un fouillait chez moi, je le verrais en direct. Et je pouvais enregistrer. À ce stade, je n'étais même pas en colère. J'étais concentrée, calme. C'était une sorte de partie d'échecs. Et Laura pensait jouer contre une débutante. Le soir même, j'ai quitté l'appartement volontairement, laissant les lumières tamisées, comme si j'étais juste sortie faire une course. 1 heure plus tard, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone. Je l'ai vue. Laura, entrée par effraction, habillée en noir, gantée. Elle n'a même pas hésité. Elle est allée droit vers le tiroir, a fouillé, a sorti l'enveloppe. Elle l'a ouverte, l'a regardée longuement, puis a souri. Elle y a cru. Chaque billet faux, chaque page imprimée, elle les a pris pour de l'or. Puis elle est repartie, vite, comme une voleuse. Je suis restée devant l'écran, sidérée. Pas parce qu'elle l'avait fait. Mais parce qu'elle l'avait fait si facilement. Aucune hésitation. Aucun doute. Comme si elle était chez elle. Et à ce moment précis, j'ai su, Laura venait de se piéger toute seule. Je me suis réveillée tôt le lendemain. Pas parce que j'étais stressée, non. Mais parce que je savais que quelque chose allait se passer. J'ai préparé un café, je me suis assise face à la fenêtre, et j'ai attendu. Mon téléphone était posé à côté de moi, caméra encore en veille. J'avais revu la vidéo une dizaine de fois pendant la nuit. Laura, en mode mission impossible, ouvrant mes tiroirs comme si elle en avait le droit. Je connaissais cette femme, mais je n'avais jamais vu ce visage-là. À 9h12, elle m'a appelé. L'écran de mon téléphone a affiché son nom. J'ai hésité une demi-seconde. Puis j'ai décroché. Et là, elle est apparue en visio.
Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais certainement pas à ça. Laura, dans son jardin, vêtue de blanc comme si elle sortait d'un brunch de magazine, souriait comme une psychopathe. Et derrière elle, un feu. Un vrai feu, bien nourri, dans un vieux bidon métallique. Des flammes hautes, vives. Coucou Camille. Tu reconnais ça? Elle a levé l'enveloppe Kraft. Celle-là même que j'avais préparée. Puis, en me regardant droit dans les yeux. Voilà ce que je pense de ta prétention. Profite bien de ta vie de clocharde. Elle a jeté l'enveloppe dans le feu. Les billets faux se sont consumés en quelques secondes. Elle a ri, longuement. Presque comme une sorcière. Puis elle a ajouté. Voilà, ton héritage est parti en fumée. Tu ne vaux rien sans lui. Et elle a raccroché. Il y a eu un silence. Puis j'ai éclaté de rire. Pas un rire nerveux. Un vrai rire. Un rire libérateur. Parce que j'avais vu la scène venir. Parce qu'elle croyait m'avoir brisé. Parce qu'elle venait, en direct, de brûler du papier factice, convaincue qu'elle m'avait réduite à néant. C'était presque trop facile. Mais le plus fou, c'est qu'elle pensait vraiment avoir gagné. Elle pensait m'avoir humiliée. Et ça, c'était sa plus grande erreur, elle croyait encore avoir le pouvoir. J'ai transféré la vidéo sur mon ordinateur. Puis j'ai fait plusieurs copies sur des disques durs et une clé USB. Ce moment, je le garderai pour toujours. Pas pour le plaisir de la voir perdre. Non. Mais pour ne jamais oublier jusqu'où elle est prête à aller. Ce jour-là, je me suis regardée dans le miroir. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souri sans retenue. Parce que j'étais plus forte que je ne l'avais imaginé. Et parce que Laura venait de se condamner elle-même, sans que j'aie à lever le petit doigt. Je suis restée un moment à repenser à cette scène absurde, ma cousine, filmée en train de brûler de faux billets en ricanant comme une méchante de téléfilm raté. Elle croyait avoir frappé un grand coup. Elle pensait m'avoir mise à genoux. Mais moi, j'étais debout. Plus droite que jamais. Et maintenant, je reprenais la main. La première chose que j'ai faite, c'est sécuriser mes preuves. J'ai mis la vidéo de l'effraction, la séquence de l'appel en visio, les copies des faux billets, tout ça sur plusieurs supports physiques et dans un cloud crypté. J'avais besoin d'un plan B, d'un plan C, et même d'un plan Z. Ensuite, direction le commissariat. J'ai demandé à voir un officier pour porter plainte. Effraction. Intrusion. Tentative de vol. J'ai expliqué les faits, calmement, preuve à l'appui. L'agent m'a regardé longuement quand je lui ai montré la vidéo de Laura fouillant chez moi. Vous voulez qu'on lance une procédure pénale? J'ai répondu non. Pas encore. Je ne voulais pas l'écraser légalement. Pas tout de suite. Je voulais la laisser tomber toute seule. La laisser s'enfoncer. Mais je n'allais pas rester passive. J'ai contacté Julien, un ami d'enfance devenu avocat. Sérieux, discret, mais redoutablement stratégique. Il m'a reçu dans son petit cabinet du centre-ville, et je lui ai tout raconté. Laura ne va pas s'arrêter là, Julien. Elle croit encore qu'elle a du pouvoir. Je veux que ça cesse, mais je veux aussi qu'elle paie intelligemment. Il m'a regardé, impressionné. Alors on va faire les choses proprement. Pas d'émotion, que de la précision. On va la prendre là où elle ne regarde jamais, ses traces. Et là, on a commencé à remonter la piste de Laura. Ses comptes, ses achats récents, les biens immobiliers de ses parents. On a découvert qu'elle avait acheté, en secret, une maison secondaire au nom de sa mère, cash. Avec quel argent? Certainement pas ses revenus officiels. Julien a levé un sourcil. Si c'est de l'argent dissimulé, elle est en infraction fiscale. Si elle l'a déclaré comme un cadeau familial, elle devra prouver la source. À partir de ce moment, mon regard a changé. Ce n'était plus une vengeance. C'était une enquête. Et la meilleure partie, c'est qu'elle ne savait même pas qu'elle était ciblée. Je l'ai laissée dans son illusion de victoire. Je répondais à ses messages par des phrases vagues. Du genre. Profite bien de ta maison, elle ne va peut-être pas rester longtemps à ton nom.
Elle me répondait avec des émojis rieurs, persuadée que j'étais brisée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à chaque rire qu'elle m'envoyait, elle creusait sa propre tombe. C'est à ce moment précis que tout a basculé pour de bon. Je n'étais plus la victime passive d'un sabotage familial. J'étais devenue l'architecte d'un piège, patient, légal, et d'une précision chirurgicale. Julien et moi avions mis la main sur une perle rare, un bien immobilier acheté au comptant, au nom de la mère de Laura, sans trace dans les déclarations officielles. Un achat réalisé 3 semaines après que ma tante Joséphine soit décédée. Autrement dit, juste après l'annonce de mon héritage. Et là, quelque chose a cliqué. Elle pensait vraiment que je transférerais l'argent, qu'elle l'utiliserait en toute tranquillité, et que je ne dirais rien. Julien a creusé plus loin. Il a découvert que les parents de Laura percevaient des aides sociales, qu'ils déclaraient des revenus modestes, presque de survie. Mais ce bien immobilier ? Il valait près de 400 000 €. Aucune trace d'emprunt. Aucun don déclaré. C'était impossible à justifier. Pendant que Julien montait un dossier en béton pour le fisc, moi, je restais calme en surface. Je faisais semblant de n'avoir rien vu, rien compris. Je repostais des stories banales sur mes réseaux, café latte, coucher de soleil, balade en forêt. Laura croyait que je me noyais dans ma solitude. Elle ne voyait pas que je préparais la tempête. J'ai aussi commencé à récolter les captures d'écran. Des messages qu'elle m'envoyait, ces sous-entendus arrogants. J'espère que tu profites de ta nouvelle vie, sans ton petit trésor. L'argent, c'est comme la loyauté, quand on ne sait pas s'en servir, on le perd. Ces phrases, je les ai rassemblées dans un dossier chronologique, avec les dates clés, l'appel, les fractions, la vidéo du feu, l'achat de la maison. Tout. Un puzzle où chaque pièce montrait sa chute. Et puis, cerise sur le gâteau, je suis tombée sur un forum où Laura posait des questions juridiques sous un faux pseudo. Le sujet ? Peut-on acheter une maison en cash avec l'argent d'un héritage d'un tiers, si on n'est pas officiellement bénéficiaire ? J'ai failli m'étouffer. Elle avait peur. Elle savait que quelque chose clochait, mais elle ne voulait pas croire que j'étais capable de contre-attaquer. Julien a contacté un inspecteur fiscal discret, lui a transmis le dossier. Pas sous mon nom. Juste un signalement anonyme, avec tous les documents qu'il fallait. Dans notre société, les gens ont peur de la prison, mais ils tremblent vraiment devant le fisc. Et Laura, elle, n'avait encore rien vu. Elle croyait m'avoir brûlé. Mais ce qu'elle avait réellement déclenché, c'était un incendie invisible. Un feu froid, méthodique, qui allait tout ravager sur son passage. Les jours suivants ont été d'un calme presque oppressant. Laura ne disait rien. Pas de message. Pas d'appel. Pas de provocation. Et ça, venant d'elle, c'était mauvais signe. Parce que Laura ne se taisait jamais quand elle pensait avoir gagné. Ce silence, c'était l'indice qu'elle avait senti quelque chose. Pas encore le feu, mais la chaleur. Pendant ce temps, Julien affinait le dossier. On avait toutes les preuves, vidéos, extraits bancaires, preuves d'achat, incohérences fiscales. C'était un château de cartes, prêt à s'écrouler. Et moi ? Je jouais la carte du flou. Je répondais à ces quelques messages par des phrases à double sens. Profite bien du calme. C'est souvent le silence qui annonce la tempête. Elle m'avait répondu par un simple lol, mais je savais qu'elle n'était plus aussi confiante. Elle savait que je n'étais pas tombée aussi bas qu'elle l'espérait. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi je ne m'effondrais pas. Et c'est ce doute qui la rongeait. Puis, les premiers signes de panique sont apparus. J'ai reçu un message de son père, mon oncle, avec un ton mielleux. « Camille, on a eu de mauvaises informations, on espère que tu vas bien. Si tu veux parler, tu sais que la famille est là. » Traduction, on sent que ça pue, et on essaie de minimiser les dégâts. Et ensuite, le plus drôle, Laura a commencé à se justifier, sans que je ne lui demande rien. Au fait, l'argent pour la maison, c'est un prêt que mes parents m'ont fait, au cas où tu pensais autre chose. Elle avait compris. Elle savait qu'elle était observée. Pas par moi. Mais par quelque chose de bien plus effrayant, le fisc. Julien, lui, restait calme. Il m'avait dit. Maintenant,
On attend. L'administration fiscale est lente, mais quand elle frappe sans prévenir. Alors moi aussi, j'ai attendu. Mais je n'ai pas chômé. J'ai continué à semer le doute dans son esprit. Juste assez pour la déstabiliser. Un emoji balance sur un message. Une citation de Sun DSU dans une story. Rien de direct, mais tout était pensé pour lui glacer le sang. Et ça a marché. Une nuit, à 2h du matin, elle m'a envoyé un simple. « Tu m'as balancé ?» J'ai mis 2 minutes à répondre. Puis, je pensais que tu avais brûlé tout ce que j'avais. Qu'est-ce qu'il te reste à craindre ? Elle n'a plus rien écrit. Ce soir-là, j'ai dormi comme un bébé. Parce qu'en silence, l'étau se resserrait. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était la prochaine manœuvre de Laura. Elle avait senti que le vent tournait. Elle ne savait pas encore d'où ça venait, ni quand ça frapperait, mais elle avait compris que quelque chose se tramait. Alors, fidèle à elle-même, elle a fait ce que les gens comme elle font quand ils perdent le contrôle, elle est passée à l'attaque. Mais cette fois, elle a utilisé les réseaux sociaux. Tout a commencé par une story. Une photo d'un tas de cendres, avec la légende. Certaines le méritent. Pas de nom, pas des contextes. Juste assez pour que ceux qui savaient moi comprennent. Puis, elle a enchaîné avec des citations toxiques, des photos d'elle en robe de luxe devant sa nouvelle maison, et des pics à peine voilés. L'élégance, c'est savoir brûler les ponts avec classe. Les faibles se plaignent, les fortes agissent. Ça aurait pu s'arrêter là, si je n'avais pas reçu, le lendemain, un message d'un inconnu. Un certain @justeclaverité, avec un faux profil. Il m'envoyait des captures d'écran d'un compte privé où des photos de moi circulaient. Certaines étaient anciennes, d'autres provenaient visiblement de mon propre téléphone. Des images personnelles, prises sans mon consentement. Accompagnées de commentaires moqueurs. J'ai compris tout de suite. Ce compte, c'était Laura. Ou du moins quelqu'un qui agissait sous sa directive. Elle avait osé franchir une ligne, celle de ma vie privée. J'ai appelé Zoé, furieuse. Elle a contacté un ami expert en cybersécurité. En moins de 24 heures, il avait retracé l'adresse IP du compte. Bingo, la localisation pointait droit sur la maison de ses parents. J'avais maintenant une preuve de cyberharcèlement. Et mieux encore, je savais qu'elle avait utilisé son propre Wi-Fi. Pas une bibliothèque, pas un VPN. Elle pensait être plus maligne. Elle avait été négligente. Arrogante. Et là, elle avait commis sa plus grosse erreur. J'ai alors décidé de ne pas riposter directement. Pas encore. J'ai préparé un post, très sobre, que j'ai programmé à l'avance. Pas une attaque. Juste la vérité nue. Une compilation de toutes les preuves, vidéos, extraits de messages, capture du faux compte, localisation de l'IP. Sans commentaire. Juste les faits. Et j'ai attendu. Car ce que Laura n'a jamais compris, c'est que la vérité n'a pas besoin de hurler. Elle suffit à elle-même. Et une fois libérée, elle dévaste tout sur son passage. Ce jour-là, Laura pensait encore contrôler l'histoire. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'histoire était déjà prête à la balayer. Le matin où tout a explosé, je l'ai su dès que j'ai ouvert les yeux. Mon téléphone vibrait frénétiquement, comme une alarme silencieuse. Des messages, des captures d'écran, des appels manqués. Zoé m'avait laissé 4 vocaux d'affilée, tous marqués urge. J'ai même cru, l'espace d'un instant, que Laura avait tenté un autre coup tordu. Mais non. Cette fois, ce n'était pas elle qui attaquait. C'était le système qui frappait. À 7h du matin pile, une brigade du fisc avait débarqué chez les parents de Laura. Une perquisition en règle. Ils ont saisi ordinateurs, relevés bancaires, documents immobiliers. Toute la maison a été passée au peigne fin. L'achat de la maison secondaire, les mouvements d'argent douteux, les fausses déclarations, tout ressortait. Laura, de son côté, était en panique. Elle a tenté de faire comme si de rien n'était en postant une photo d'elle en peignoir de soie avec un cappuccino à la main. Légende. Un peu de douceur dans ce monde de rageux. Mais les commentaires étaient déjà en train de dégénérer. Et puis, j'ai publié mon post.
Pas de mise en scène. Pas de drama. Juste une série de slides avec, pour chacune, un titre clair. Vidéo 1, intrusion. Vidéo 2, appel et menaces. Slide 3, maison achetée illégalement. Slide 4, cyberharcèlement origine IP. Slide final, conclusion, vous en pensez quoi? Et je n'ai rien dit de plus. En moins de 2 heures, le post a explosé. Les gens étaient furieux. Ce n'était plus mon histoire. C'était devenu l'histoire d'une femme trahie par sa propre famille, qui s'était défendue sans violence, avec intelligence. Et les internautes? Ils adorent une revanche élégante. Ils aiment quand les masques tombent. Les messages de soutien ont afflué. Tu as bien fait de ne pas te taire. Elle mérite chaque seconde de ce cauchemar. Tu es une inspiration. Mais le plus jouissif a été de voir les soutiens de Laura se retourner un à un. Ceux qui m'avaient traité d'égoïste, qui avaient applaudi son courage, qui partageaient ses phrases de « girlboss », commençaient maintenant à supprimer leurs commentaires. Certains allaient jusqu'à s'excuser en message privé. Et Laura? Silence radio. Pendant 3 jours, elle n'a rien posté. Plus de stories. Plus de provocations. Rien. Le néant. Mais j'ai su ce qu'il se passait dans l'ombre, ses comptes avaient été gelés. Sa mère, convoquée. Son père, interrogé sur des mouvements de fonds suspects. Toute leur façade s'effondrait. Et moi, je n'avais pas eu à lever la voix. Pas une insulte. Pas un cri. Juste la vérité, alignée comme un jeu de dominos. Et maintenant que la première pièce était tombée, tout le reste suivait. 3 jours. C'est le temps qu'il a fallu pour que le silence de Laura commence à faire plus de bruit que tous ces faux-semblants. Plus de stories, plus de brunch en robe de soie, plus de citations assassines. Elle avait disparu. Mais moi, je savais exactement où elle se trouvait. Grâce à Julien ou toujours lui, imperturbable, j'ai appris que Laura avait été convoquée pour un contrôle fiscal approfondi. Une vraie boucherie administrative. Elle avait dû présenter tous ses relevés des 2 dernières années, justifier l'origine des fonds ayant servi à l'achat de la maison, et prouver que l'argent n'était pas emprunté d'un tiers, autrement dit, de moi. Et là, elle s'est retrouvée face à un mur. Parce qu'elle avait brûlé elle-même sa meilleure chance de s'en sortir. Souviens-toi, la vidéo. Elle riant comme une démente, jetant ce qu'elle pensait être mon héritage dans un feu, en m'annonçant que j'étais désormais à la rue. Elle n'avait pas juste brûlé des faux billets ce jour-là. Elle avait brûlé la seule illusion de bonne foi qu'elle pouvait invoquer. Quand les inspecteurs lui ont demandé pourquoi elle n'avait pas déclaré l'argent comme un don, elle aurait répondu. Et c'était un cadeau, enfin, une sorte de pacte familial, verbal. Mais la vidéo la contredisait totalement. Aucun pacte. Juste un vol symbolique et une volonté de nuire. Pendant ce temps-là, moi, je vivais la vie la plus paisible depuis des années. Je me suis même offert un week-end en bord de mer. Rien d'extravagant. Juste le plaisir de marcher pieds nus dans le sable, sans avoir à surveiller mon dos, ni ma boîte mail. Et un matin, au petit déjeuner, j'ai reçu le message que j'attendais. Julien m'a écrit. Elle est officiellement inculpée pour fraude fiscale aggravée. Ses comptes sont saisis. Son notaire l'a lâchée. Elle est foutue. J'ai lu cette phrase 3 fois, lentement. Pas pour savourer sa chute, mais parce que je n'y croyais pas complètement. Pas parce qu'elle ne le méritait pas. Mais parce que, pendant des années, j'avais vécu dans un monde où Laura gagnait toujours. Où elle manipulait tout, sans jamais payer. Et là, elle payait. Et très cher. Mais ce n'était pas encore fini. Julien m'avait prévenu. Elle peut encore tenter un coup. Pas légal. Pas propre. Mais elle est du genre à se débattre. Et il avait raison. Parce que le soir même, alors que je rentrais chez moi, quelqu'un m'attendait devant ma porte. Et ce quelqu'un, c'était elle. Je l'ai vue avant même d'atteindre la porte. Assise sur les marches de l'entrée, capuche rabattue, jambes repliées contre elle. Une image presque pathétique. Si je n'avais pas su qui elle était vraiment, j'aurais pu la prendre pour une sans-abri paumée. Ce qui, ironiquement, allait bientôt devenir plus vrai qu'elle ne l'imaginait.
Laura s'est levée en me voyant. Son visage était méconnaissable. Cerne, teint terne, cheveux décoiffés. Fini la version lissée et arrogante de ses réseaux sociaux. Là, c'était la vraie Laura, sans filtre, sans armure. Camille, faut qu'on parle. Je suis restée droite, sans émotion. Je vois pas ce qu'on a encore à se dire. Elle s'est approchée. Trop près. Mais cette fois, je n'ai pas reculé. Elle a baissé la voix. J'ai merdé, ok? J'ai pas mesuré. Je pensais que t'allais flancher, comme avant. J'ai paniqué. Et maintenant, tout part en vrille. J'ai croisé les bras. Elle attendait une réaction. Des larmes, peut-être. Un pardon. Mais elle avait oublié à qui elle parlait. Je ne suis plus la Camille d'avant. Pas depuis qu'elle a essayé de me détruire pour satisfaire son orgueil blessé. Et tu veux quoi? Que je t'excuse? Que je dise aux impôts que c'était un malentendu? Elle a hésité. Puis elle a lâché la phrase que j'attendais. J'ai plus rien. Ils ont tout bloqué. Je vais perdre la maison. Je l'ai coupée net. Tu vas la perdre? Celle que tu as achetée avec l'argent que tu as volé et brûlé en riant? Tu parles de cette maison-là? Elle a détourné les yeux. Touchée. Enfin. Mais ce n'était pas de la honte. C'était de la panique. Si je me prends une condamnation, je perds tout. Je t'en supplie, Camille. Aide-moi. Tu peux dire que tu m'as donné cet argent volontairement. Une donation. Comme un geste de paix. Ils vont le croire si ça vient de toi. Et là, j'ai su. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas du regret. C'était une tentative de manipulation de plus. Laura ne voulait pas la paix. Elle voulait un parachute. Je me suis approchée, tout doucement, et je lui ai soufflé. Tu sais quoi, Laura? Je vais t'aider. Mais pas de la manière que tu espères. Je vais t'aider à toucher le fond, parce que c'est là, et seulement là, que tu commenceras peut-être à comprendre. Elle m'a regardée, choquée. Pas en colère. Juste brisée. Elle a reculé d'un pas, comme si mes mots avaient frappé physiquement. Puis elle a tourné les talons. Sans un mot. Je suis restée là, figée, à regarder cette silhouette autrefois flamboyante s'éloigner dans la nuit. Et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de triomphe. Pas de pitié. Juste la certitude que je n'avais plus besoin de me défendre. Parce que la vérité, elle, faisait le travail à ma place. Après cette rencontre glaciale sur le pas de ma porte, j'ai su que tout était terminé. Pas seulement cette guerre contre Laura, mais aussi cette partie de ma vie où je me sentais obligée de me justifier, de prouver que j'avais ma place, que je méritais ce que j'avais reçu. Les jours suivants ont été calmes. Trop calmes. Mais pas ce genre de silence menaçant. Non, cette fois, c'était le calme d'après l'orage. Celui où les branches tombées jonchent encore le sol, mais où le ciel s'est enfin éclairci. Julien m'avait tenu au courant. L'administration poursuit le gel des actifs de la famille. Sa mère est maintenant dans le collimateur, pour complicité. Elle pourrait perdre la maison aussi. Ce que Laura avait déclenché, ce n'était pas une simple vendetta. C'était une chaîne de conséquences, qui frappait maintenant tout son entourage. Elle avait voulu m'anéantir pour satisfaire son orgueil. Résultat? Elle était en train de tout perdre. Pas à cause de moi. À cause de ses propres choix. Et puis un jour, Zoé est arrivée chez moi, essoufflée, téléphone à la main. Tu vas pas le croire? Regarde ça. C'était une vidéo. Un enregistrement volé, visiblement filmé dans un bureau de poste. Laura. Elle hurlait sur un agent, exigeait un retrait de fonds sur un compte bloqué. Elle menaçait de tout faire exploser. Le genre de scène qui finit vite sur Internet. Et en effet, la vidéo était en train de devenir virale. Commentaires, partages, moqueries. Les gens reconnaissaient son visage, recollaient les morceaux de son histoire. Son nom avait été cité dans un thread Reddit expliquant comment elle avait essayé de voler un héritage,
puis brûler ce qu'elle pensait être 700 000 euros. Elle était devenue, malgré elle, un mème. Et moi, pour la première fois, j'ai ri. Pas de méchanceté. Juste de soulagement. Parce qu'elle, qui avait toujours mis tant d'énergie à me faire passer pour la marginale de la famille, la honte cachée, devenait aujourd'hui la risée publique. Et je n'avais même pas levé un seul doigt pour provoquer ça. Julien m'a appelé plus tard dans la journée. Tu devrais être tranquille. Si elle essaie encore quelque chose, ce sera considéré comme du harcèlement aggravé. Elle est surveillée. Mais ce que Julien ne savait pas, c'est que Laura ne tenterait plus rien. Elle n'avait plus les moyens, ni même la force. Elle n'était plus en guerre contre moi. Elle était en guerre contre sa propre image. Et moi? Je tournais enfin la page. J'ai réservé un billet d'avion pour Rome. Une ville que je rêvais de visiter depuis toujours, mais que je n'avais jamais osé m'offrir. Parce qu'avant, j'avais peur. Peur de vivre pleinement, peur de sortir du rôle qu'on m'avait assigné. Mais cette fois, j'étais libre. Je me suis envolée pour Rome un matin clair de mai, avec une valise légère et un cœur débarrassé de tout poids. C'était étrange, presque irréel, de marcher dans l'aéroport sans regarder derrière moi, sans guetter un message toxique, sans me demander ce que Laura allait inventer ensuite. C'était fini. Et je n'avais plus rien à prouver. Je suis arrivée dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble ancien, près du Trastevere. Vue sur les toits rouges, le linge suspendu au balcon, les échos de conversation en italien, c'était tout ce que j'avais espéré, sans jamais m'en croire digne. Pendant des années, j'avais laissé les autres définir ce que je valais. J'étais la différente, l'étrange, celle qui ne fait pas comme tout le monde. Mais à Rome, il n'y avait personne pour me ramener à ça. Juste moi, la ville, et une paix que je n'avais jamais connue. Un soir, installé à la terrasse d'un petit restaurant, un serveur m'a tendu l'addition avec un sourire, puis s'est arrêté. « Vous êtes la fille de la vidéo, non ? Celle avec l'histoire de l'héritage ?» J'ai figé. C'était la première fois qu'un inconnu me reconnaissait. Il a sorti son téléphone, m'a montré un article d'un blog français, Comment une femme a retourné la manipulation familiale contre son bourreau. Il l'avait lu traduit. Vous êtes incroyable. Ce que vous avez fait, c'est inspirant. J'ai souri, timidement. Parce que pour la première fois, je n'étais pas reconnue comme une victime. Mais comme quelqu'un qui s'était tenu debout. Quelqu'un qui avait dit non. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Julien. Tu vas adorer ça. Laura a tenté un recours. Elle voulait faire croire que tu avais tout monté. Que tu avais piégé l'argent, provoqué le fisc, tout orchestré. Je n'ai même pas eu peur. Juste un sourire. Il est rejeté. La vidéo de l'effraction et celle où elle brûle l'argent ont été jugées irréfutables. Elle est maintenant fichée comme personne à risque pour toute transaction immobilière et à interdiction de contracter un prêt pendant 5 ans. 5 ans. 5 années pendant lesquelles elle devra faire profil bas. Pas de luxe, pas de réseau à frimer, pas de reconstruction d'image. Et même si elle trouvait le moyen de remonter, les gens n'oublient pas la vérité filmée. Et moi? J'étais là, à Rome, dans une robe légère, un cappuccino à la main, pas pour impressionner qui que ce soit, mais juste parce que je le voulais. Et c'est là que j'ai compris quelque chose de simple, mais essentiel. La revanche, ce n'est pas la chute de ceux qui t'ont fait du mal. C'est ta capacité à vivre mieux qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Il faisait chaud ce jour-là, mais c'était une chaleur douce, enveloppante, pas celle étouffante des combats ni celle glaciale des silences. Je marchais dans une ruelle pavée de Rome, entre les bougainvilliers et les murs ocres, avec cette sensation étrange de renaissance. Pas une victoire en fanfare. Une paix profonde. Un souffle neuf. Je m'étais assise sur les marches d'une petite église oubliée, carnet en main, quand mon téléphone a vibré. Un message. Inconnu. Et tu m'as détruite. Bravo. Laura. Un simple texto, sans émoji, sans sarcasme, sans fureur. Un cri silencieux d'une personne brisée, probablement seule, certainement vide. J'ai regardé l'écran un instant, mais je n'ai rien ressenti. Ni triomphe, ni vengeance.
Juste de la distance. Elle ne faisait plus partie de mon histoire. Elle était restée derrière. Dans un chapitre clos. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon carnet. J'y avais noté, au fil des semaines, toutes les petites phrases que je m'étais interdite de penser pendant trop longtemps. Tu mérites d'exister. Et tu n'as pas à t'excuser d'avoir réussi. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Tu as le droit d'être heureuse. Même si ça dérange. Et en tournant les pages, je me suis demandé si je devais raconter cette histoire un jour. Pas pour moi. Pour ceux qui vivent dans l'ombre des lauréats, dans les familles où la réussite est suspecte, où la gentillesse est exploitée, où le silence est une prison. Alors j'ai pris une décision. Pas une impulsion. Une certitude. J'ai écrit la première ligne d'un projet. Peut-être un livre. Peut-être une conférence. Peut-être juste un témoignage. Peu importe le format. Ce qui comptait, c'est que j'avais repris ma voix. Pas pour régler mes comptes. Mais pour libérer ceux qui se croient seuls. Parce que mon histoire n'était pas une tragédie. C'était une métamorphose. Et en quittant ces marches romaines ce soir-là, sous le ciel orangé, j'ai compris une chose simple, mais absolue. Je n'avais pas hérité de 700 000 euros. J'avais hérité d'une vie nouvelle. Et cette fois, je savais exactement quoi en faire.